Bien, très heureux de vous accueillir alors à double titre, aujourd'hui en tant qu'intervieweur, mais aussi en tant que président de la Chambre de commerce, à l'initiative de ce volet de l'économie au rendez-vous de l'histoire. Et Michel-Édouard, il y a très longtemps qu'on souhaitait, je me permets de te tutoyer, ton arrivée à Blois. Jean-François était mandaté pour ça. Il n'y est pas arrivé. Quentin y est arrivé. Alors, je sais pas, enfin, comme c'est en passage de pouvoir, l'un et l'autre ont dû s'y mettre à deux, sans doute, pour y arriver. En tout cas, c'est un très grand bonheur de t'accueillir à Blois. Alors, je sais que tu voyages beaucoup de par la France. Et donc, c'est une véritable chance que tu puisses faire escale ici. Et tu passes ton temps actuellement sur les routes pour essayer de... Oui, mais j'ai du plaisir à être là. Je suis pas revenu à Blois depuis très longtemps. C'est vrai que j'ai délaissé... mes amis huettes ici, et puis j'ai quelques amis auteurs de bande dessinée qui traînent dans les environs d'une pointe de compas. Et c'est une ville magnifique que je ne réduis évidemment pas à son patrimoine. Tu en es un futur investisseur. On viendra à ta table et on viendra dormir ici. Parce que c'est incroyable, tu es un bon communicant, on en entend déjà parler dans le monde de la restauration et tout ce qui est attaché à Blois. Mais ce festival est une belle prouesse pour ceux qui l'ont organisé, pour ceux qui l'ont initié, et c'est d'un niveau aujourd'hui de rayonnement formidable. Alors c'est un grand honneur que vous nous faites à Alexandre Tuaillon, co-signataire, et moi co-signataire de ce petit livre Les Essentiels de la République. Parce que on a un ego surdimensionné et c'est sûr qu'on aimerait bien rester dans un petit morceau d'histoire, mais évidemment on bataille pas dans la cour de Jacques Attali précédemment passé là. Et c'est vrai que il nous a semblé intéressant à un moment donné de consigner. Moi je tiens un journal tous les jours. D'abord, pour une raison très simple, je n'ai une mémoire que visuelle. Donc, j'ai besoin de resynthétiser la journée. C'est pragmatique, c'est structurant, mais je ne sais pas le faire avec ce que j'ai entendu. Je n'ai une mémoire que visuelle. Donc, j'écris beaucoup. Et je travaille avec des collaborateurs que j'ai choisis pour qu'ils soient friendly et qu'on puisse être très cool ensemble. Et c'est d'ailleurs un sujet, c'est qu'on vieillit beaucoup ensemble et il faut quand même renouveler notre environnement. Donc on coopte quelques plus jeunes que nous pour voir s'ils le valent bien. Mais on a voulu prendre, et Alexandre a voulu prendre dans ce journal des morceaux de vie qu'on a vécu pendant cette crise, parce que d'abord on nous oubliera aussi vite qu'on nous a applaudi, et aussi parce que l'écrire, choisir, c'est une manière d'anticiper la crise future, d'être prêt. Parce que vous avez bien compris, même à l'approche de 70 ans, je suis pas en mode rempilé. Et donc, et tous les deux d'ailleurs, j'ai l'impression. Hein. Et voilà. Alors aujourd'hui, je fais le Tour de France. Je refais le Tour de France comme beaucoup d'animateurs de réseau et de chefs d'entreprise. Je refais le Tour de France des adhérents Leclerc. Hein, on est un mouvement d'indépendants. Je crois que c'est important de le rappeler. C'était la première question que je t'aurais posée si tu m'avais laissé la possibilité de le faire. Non, mais c'est très bien. C'est qu'on imagine que Michel-Édouard Leclerc, c'est un patron d'une grande entité, parce que des Leclerc, on en voit partout. Et effectivement, c'est pas du tout le modèle d'autres grands distributeurs. Et c'est un modèle qui a été créé par tes parents. Oui, alors mes parents ne l'ont pas créé tout seuls. Il y a toujours eu en France beaucoup de commerçants indépendants qui sont restés indépendants, qui se sont battus pour l'être. Alors ils peuvent l'être, on peut pas ne pas être en réseau, c'est clair. Et donc on peut l'être sous forme de franchise. Il y a pas mal de commerçants franchisés. On peut l'être sous forme associative assez neutre, des groupements de moyens, des GIE, tout ça. Et nous sommes un groupement coopératif qui avons décidé de porter le nom et la marque de son fondateur. Alors, parce que la coopération, on la connaît depuis très longtemps, enfin notamment dans le monde agricole. Oui, alors il y a deux types de coopération. Il y a la coopérative de moyens, qui sont en fait, je pense, d'obédience plutôt chrétienne démocratie, chrétienne sociale. Il y en a beaucoup comme ça dans mon ouest à moi, et
pas très loin d'ici, jusqu'à Ancenis. Bon. Ton ouest allois est quasiment breton, quand même. Ouais. Breton large, hein, ça, on est conquérant. L'hégémonie de la Bretagne. Mais il y a aussi une inspiration proudhonienne, maçonne et maçonnique à travers le mutualisme niortais, Sainte, etc., qui a façonné aussi des coopératives de consommation, les COP de France. Quand mes parents ont créé les centres Leclerc, le premier distributeur français, c'était une coopérative de consommation qui s'appelait COP. Et donc, il y a des commerçants indépendants seuls, qui peuvent être succursalistes, il y a des commerçants indépendants regroupés en coopératives, et puis il y a les grandes chaînes de distribution qu'on dit intégrées, comme Auchan ou Carrefour, qui sont cotées en bourse comme Carrefour, ou pas cotées en bourse, comme Auchan. Hein. Donc nous, on se rattache... Ce qui veut dire que tous les salariés travaillant dans la structure de Carrefour ou d'Auchan sont salariés d'une unité centrale. C'est ça. En gros, éventuellement, passant par des structures, mais qui ne sont pas indépendantes, alors que là, ce n'est pas le cas. Non, donc un peu comme vous connaissez Intermarché aussi, au Système U, ou Intersport. Je crois que dans l'optique aussi, il y a pas mal de... Je ne sais pas si Optique 2000 l'est, mais... donc ce sont des entreprises familiales, les Huettes, même s'ils ont fait des petits et ils ont prospéré, au départ ce sont des personnes qui adhèrent à une association, ils signent une charte d'engagement qui est déjà avant la loi Pacte et avant le débat sur la raison d'être dans les entreprises. Ils signent avec mon père que portant ce nom, ils vont s'engager sur une politique consumériste, c'est écrit dans les années 60, hein, une politique sociale, participation et intéressement. Mon père était un gaulliste de gauche, hein, c'était cette époque-là. Et puis, et aussi le modèle coopératif. Et après, ils montent une société juridique pour exploiter leurs magasins. La plupart sont propriétaires de leurs magasins, mais beaucoup sont aussi locataires dans des grands centres commerciaux, chez Unibail et tout ça. Mais ils s'engagent tous à ce que leur entreprise respecte cette charte en question. Et donc, ils sont 600 à travers la France, et c'était le début de la question. En fait, c'est vrai qu'en ce moment, après Covid, ça faisait 2 ans et demi qu'on s'est pas vu. Enfin, on s'est vu en assemblée générale à Paris. On tient des assemblées générales tous les mois et demi, physiques. Et là, je refais le tour de France pour aller humer l'air, pour saluer un petit peu tout le monde. Et donc, quand on dit tu es patron du réseau Leclerc, c'est pas tout à fait l'acceptation du terme que l'on a quand on dit patron. Donc tu es d'ailleurs en fait président, si j'ai bien compris, du comité stratégique. Qui n'est rien. Voilà. Donc en fait, tu es président de rien. Il y a une association. En fait, le truc est assez clair. Hein. C'est tout ce qui est société décideur, exécutif, opérationnel. Là où il y a du budget, là où il faut investir, là où il faut s'endetter, ça ne peut être que les exploitants eux-mêmes qui dirigeants. Même mon père n'a jamais été le dirigeant du groupement Leclerc. Et d'ailleurs... Il a quand même eu un magasin par définition. Donc il était une voix... Comme les autres, un peu plus allumé et un peu plus grande gueule, mais c'était une voix parmi d'autres. Et les adhérents Leclerc promeuvent à travers des lettres de mission, des responsabilités collectives pour chacun. Chacun travaille dans un groupe commercial, d'achat, de marketing. Et ça, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être adhérent du mouvement sans s'engager personnellement pour passer du temps pour l'ensemble du groupement en prenant des responsabilités, alors d'animation évidemment de plateforme ou d'éléments transversaux comme je sais pas, la communication. Mon père a voulu ça. Enfin mes parents, parce que je suis le fils de ma mère aussi, hein, à l'époque il n'y avait pas ces polémiques. Enfin ma mère était féministe, mais c'est de plein choix. Enfin féministe au sens place de la femme dans la société. Elle voulait être une femme moderne. On est dans les années 50. Mon père et ma mère se sont rencontrés à la petite école. Mon grand-père maternel était photographe des petites classes et ils sont déjà au premier rang très tôt, quoi. Et l'histoire ne nous dit pas si c'est une ligne continue, mais quand ils s'épousent, t'as vu, j'ai même dit au féminin, quand ils se marient, oui, Marie-Josée, quand ils s'épousent, je suis tes recommandations, ils créent tout de suite les centres Leclerc, d'abord dans leur cuisine, et la zone de stockage est dans ma chambre, ce qui ne me déplaît pas quand il y a des paquets de lessive abîmés, parce que dedans, il y a les petits cadeaux bonus, c'est à l'époque. C'était à l'époque. Mais il y a des bonbons.
et ce qui fera le bonheur de mon dentiste. Et donc, dans cette philosophie-là, mon père se rend compte que pour que le commerce ait une vocation d'utilité sociale, il faut que les commerçants qui savent vendre, le commerce, on l'a, l'intuition, il faut qu'ils apprennent la modernité. Par exemple, mes parents ont pris des cours du soir de comptabilité. Et donc, il a retenu cette leçon, et c'est ce qu'organisait la coopérative agricole à côté, à Landerneau, qui était la plus grande coopérative d'Europe d'exploitants agricoles. Le premier rôle interne de notre mouvement, c'était de faire de la pédagogie, de faire de l'apprentissage. Donc, tout propriétaire de magasin devait participer non seulement à une activité collective, ce qui diminuait les coûts. C'est des couples, la plupart du temps. Donc, aujourd'hui, imaginez 600 chefs d'entreprise, c'est 1200 cadres de haut niveau qui coûtent en moins à la structure. C'est-à-dire, c'est l'équivalent du nombre de salariés au siège des centres Leclerc déjà, vous voyez, hein, et théoriquement, c'est pas les plus petits salaires. Donc ça, c'est important, ça permet de comprendre la philosophie de prix qui va avoir ces moyens-là, mais c'est aussi une école du vivre ensemble, d'apprendre à grandir face à, aujourd'hui on dirait Amazon, mais à l'époque, face à plus grand que nous, parce que nous avons démarré très petits, et à l'heure où des mouvements de commerçants Poujade déjà, Poujade, Le Pen faisait partie du mouvement Poujade dans les années 50-60. Il était à l'Assemblée nationale ou au Sénat déjà, ouais. Et mon père se disait, mais c'est à nous l'avenir, mais à condition qu'on apprenne et qu'on s'organise. Comptabilité, l'informatique dans les années 60, il fallait que personne n'était formé à l'informatique, même quand on sortait de l'ESCA, enfin, on avait appris à perforer des cartes ou des trucs comme ça. Et donc, le groupe permet à des chefs d'entreprise de garder leur ego, d'être chef d'entreprise, mais d'apprendre avec d'autres collègues ce qu'ils ne connaissent pas. Les réseaux sociaux, l'Internet, la négociation internationale. Ça, on négocie pas pareil avec une PME, une TPE et avec Coca-Cola. En plus, la décision de Coca-Cola, elle se prend à Atlanta, aux États-Unis, et donc le mec qui vient négocier avec vous, même si vous vous appelez Leclerc, c'est What's your name déjà, hein, donc voilà, on apprend tout ça. Et donc dans ce mouvement, vous voyez, c'est vraiment un mouvement. Donc la famille Leclerc, elle avait 2 magasins il y a 15 ans, il y en a plus. La marque Leclerc est une marque collective. Mes parents ont laissé les centres Leclerc utiliser exclusivement entre eux cette marque. La famille Leclerc ne touche pas de royalty. Et moi aujourd'hui, je suis en libéral, influenceur, conseiller du groupe Leclerc. Et qu'est-ce qui fait que la famille Leclerc n'a jamais été dirigeante d'une instance exécutive? C'est tout simplement qu'on ne peut pas être juge des fins et juge des moyens. Si on a envie que ce nom, cette marque que j'incarne, que d'autres incarnent, soit forte auprès du public, il faut qu'on puisse dire non, pas ça. Il faut qu'on puisse dire notre nom ne doit pas aller vers ça. Et pour ça, si vous êtes dans la structure de décision, même une voix perdue au milieu de tout ça, ça le fait pas. Pardon, j'ai été très long, mais non, mais je crois que c'était important de rappeler cette histoire très particulière et qui, dans l'entrepreneuriat français, alors à quelques autres exemples, en tout cas, est emblématique. Alors, on va quand même parler un peu de la Covid. Parce que d'abord c'est le sujet du livre. Dans ce livre, alors certains l'ont peut-être déjà lu, d'autres vont l'acheter tout à l'heure et puis te le feront dédicacer, parce qu'il y aura une séance de dédicace auquel tu vas te prêter à la fin de l'entretien. Il y a 2 parties, hein, il y a 136, je vérifiais, première page, qui sont issues du carnet que tu tiens, et tu évoquais que tu avais besoin et qui a été repris donc par Alexandre Tuaillon qui t'a aidé à rédiger cela. Et puis une deuxième partie qui est plus une analyse justement des différents points. Alors dans la première partie, mais simplement pour qu'on ne les oublie pas, j'ai noté 2-3 choses sur lesquelles alors parce que tu l'as lu en plus. Ouais, il a fallu, oui. et ça se lit très facilement. Il n'y a pas de problème. Donc, mais j'ai noté page 68-69. On applaudit la caissière, mais on va y revenir tout à l'heure. C'est important. Et tu termines d'ailleurs le livre par cela.
Et c'est important d'y revenir parce que on était avec Patrice Artus encore hier d'ailleurs. Il disait de toute façon il y aura plus de caissières. Il y a déjà plus de caissières aux États-Unis et il y en aura plus demain. Donc il faudra que tu en parles. Tu peux en parler tout de suite, mais peut-être un peu après, dans la mesure où c'est important que tu en parles. Il y a un deuxième élément qui part dans ces premières chasses, c'est une sorte la dualité de la consommation des consommateurs, en fait, personnes physiques qui veulent tout et quelquefois le contraire. En tout cas, qui, même s'ils revendiquent le fait qu'il faille que les produits soient différents, sont peut-être pas toujours prêts à en payer le prix. Et la crise Covid a été un élément qui a été, je dirais, significatif par rapport à ça. Mais on va peut-être commencer par deux petits éléments anecdotiques. C'est même les libraires brûlent leurs idoles. Alors, est-ce qu'il y a un libraire dans la salle? J'espère que notre ami n'est pas là. Il y a Annie qui est là. Ouais. Annie, mais c'est une libraire très particulière, Annie. Donc elle va pas nous en vouloir. Et puis l'absurdité technocratique des inspecteurs de la Directe en page 119. On peut commencer peut-être par ça d'ailleurs. La crise du Covid, donc vécue depuis le carrelage des hypermarchés jusqu'au couloir de Bercy, c'est pendant les 3 premiers mois une expérience que je n'avais jamais eue, bien sûr, en 40 ans de métier. J'ai connu des crises, même des crises sanitaires. J'ai connu la crise vous vous rappelez, les plus anciens, le H1N1, l'hystéria, même récemment la crise Lactalis, etc. Il y a du dégât sanitaire. Il y a une gestion de rapport entre l'autorité administrative et le privé. Donc, c'est riche d'expérience. Il y a des commissions d'enquête. On rectifie, on avance. La crise du Covid, ce qui est extraordinaire, c'est que tous ceux que je vais voir pendant les 3 premiers mois, c'est comme s'ils n'avaient pas lu de livre de science-fiction, c'est comme s'ils n'avaient pas vu le film Pandemia, c'est comme s'ils n'avaient pas intégré tout ce qui avait déjà été publié, en fait. Et quand je dis les gens, c'est moi aussi, même moi. Moi, j'ai énormément lu la science-fiction ou les grandes fictions anticipatrices. Et j'ai lu aussi, pour des raisons personnelles, parce que j'aime la géopolitique, j'ai lu énormément d'articles dans la revue de défense nationale sur les futures guerres bactériologiques. Vous vous rendez compte si c'en avait été une? En fait, personne ne s'était approprié les éléments d'analyse, de perception, d'appréhension, de préécriture de scénario face à une telle pandémie. Donc le scénario de crise n'était pas écrit dans aucune entreprise, pas plus le groupement. Derrière la polémique assez médiocre sur l'absence de masques, où au fond il y avait une responsabilité collective de 10 ans de gouvernement qui n'avait pas renouvelé le stock initial post-Bachelot. Mais c'est aussi 10 ans de directeur d'hôpitaux, de médecine libérale, qui ne s'étaient pas posé la question de qu'est-ce qu'il nous faut au cabinet. Il y avait un vrai sujet pour tout le monde. Oui, parce qu'il faut rappeler que 10 ans avant, on avait tous constitué des stocks. On avait une obligation. Alors que moi, j'étais patron de clinique, donc c'était une obligation. Mais pas que. Les grandes entreprises avaient aussi la même injonction. Le problème, c'est que ces masques avaient une durée de pérennité qui était fixée à peu importe 1 ou 2 ans. Et donc, on avait soit jeté les stocks, soit dans certains cas d'ailleurs conservés. Ils ont été utiles dans les premiers temps d'ailleurs. Et donc, voilà, on n'était pas à jour. Voilà, c'est quand même. Et on va plus être à jour dans 5 ans. Hein, donc, il faut se rappeler ça. C'est d'ailleurs avec Alexandre, qui n'a pas fait que consigner, parce que moi j'ai une équipe de collaborateurs formidables. Je m'entends super bien avec eux. On analyse, on sait s'autocritiquer. Ils savent me critiquer. Je les critique aussi. Mais on a bien vu ça, quoi. C'est-à-dire que même sans regarder, je sais plus son nom, le médecin de Marseille qui passait beaucoup à BFM. On était dans une atmosphère, je veux vous dire, la veille de l'annonce du confinement, le comité stratégique qui relie les 16 coopératives, les présidents des 16 coopératives de Leclerc, on est à Amsterdam. On est là-bas pour étudier la stratégie commerciale qu'on va proposer aux consommateurs français dans les 2 ans qui viennent. On a une idée de congrès derrière. Et puis on s'est dit, on va les visiter
les magasins de nos alliés et partenaires européens du groupe. Alors qu'il faut le rappeler, il y a déjà le feu en Italie. Eh ben, ouais. Alors selon celui qui a lu L'Équipe le sait pas forcément, celui qui regarde Arte le sait peut-être, mais on a pris le TGV, on est arrivé à Amsterdam, et au moment de rencontrer nos collègues nous ont dit: non mais vous êtes fous, déjà vous venez, mais nous, vos magasins, vous allez pas venir les visiter, on va se confiner dans 15 jours, donc c'est plus notre sujet. On s'est retrouvés entre nous dans un hôtel à Amsterdam, et on n'était pas conscient du rôle qui allait nous être apparti. Et c'est en fait en rentrant le dimanche. Et pour toi, alors pour revenir 2 secondes, parce que ça peut revenir, c'est lié au fait que nous, Français, de toute façon, on est quand même différents des autres, ou c'est parce que le gouvernement n'a pas fait le job en annonçant, nous préparant pas cela? J'insiste, dans notre équipe, il y avait du breton, de l'alsacien. Les Alsaciens étaient peut-être plus conscients. Et tu le laisses entendre. Non, pas encore. Je pense pas qu'il y avait conscience d'ailleurs de l'émergence d'un cluster, et personne n'utilisait ce mot d'ailleurs à l'époque. Donc avant le 12 mars, jusqu'avant que le président de la République annonce le confinement qui doit commencer le 15 mars, un truc comme ça. Non, ce qui me fait bouger, c'est que je reçois un SMS de Bruno Le Maire. Je crois que vous l'avez accueilli ici. Et il était là hier. Alors, je le connais depuis longtemps. Il a été ministre de l'Agriculture. Je sais pas de la complicité réchauffée, mais et là, en plus, il adore les livres. Il aime l'écriture. Il a un réel talent. Enfin, et donc on échange. Mais j'ai jamais reçu un SMS comme ça. C'est il faut que tu viennes à la réunion de demain. Et je l'ai mis dans le livre. Et viens en personne. Donc il y a l'échange amical et l'échange professionnel. Là, le vient en personne. Et de fait, on se retrouve à Bercy, tout de suite, à organiser l'approvisionnement des Français, où très clairement, on voit la répartition des rôles. À la santé, ils vont s'occuper, ils vont devoir gérer la distanciation, le querelle des masques, etc. Et nous, notre rôle, toute la filière agroalimentaire française, et pas que, un certain nombre de prestations, de sécurité, etc., on est représenté là. Et la preuve, quand même, pour alimenter le propos, qu'on n'a pas tout intégré, c'est que même quand Bruno Le Maire veut dire qu'il va prendre la main sur nos filières, on n'a pas de masque sur le podium. Et on est tous les uns contre les autres. Il n'y a pas de distanciation, il n'y a pas de nana. Ça, c'est un phénomène général de la société française. Il n'y a pas de femmes décideuses auprès de nous. Et c'est juste le révélateur qu'il y a encore du chemin à faire pour que les femmes arrivent au poste de décision dans l'agroalimentaire. Il y a madame la présidente de la FNSEA, mais il n'y a pas de décideur de grande entreprise. Enfin, et donc, on n'a pas de masque. Ça veut dire qu'on n'a pas encore pris la décision. On rentre chez nous, et là, on se téléphone entre nous. Et là, il y a des propositions des plus actifs d'entre nous qui nous disent on crée des sites WhatsApp, des sites Telegram. D'entre nous, ce sont les autres les patrons de chaîne. C'est Cotillard d'Intermarché, c'est Dominique Schulcher de Système U. Et il va se créer, on va devenir amis. Beaucoup d'entre nous, on se connaît on se tire des bourres sur le terrain. Mais en fait, on prend conscience ensemble, et à 14h tous les jours, on va avoir des réunions avec Bruno Le Maire, avec la ministre du Travail, et on va bâtir en 5 jours les protocoles. Les réunions fondatrices sont un mardi, le samedi, l'inspection, les flics viennent dans les magasins voir si on a levé des barrières de plastique, si on a fait ce qu'il faut. Donc notre profession, je dis chapeau à ma profession, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on n'était pas prêt, une réactivité extrêmement rapide. N'oubliez pas que les artisans, ils sont fermés. Faut lever des plexiglas, c'est pas facile. Moi, j'ai la chance d'habiter. J'ai vécu tous les premiers confinements au siège, où on était une vingtaine sur 60 000 mètres carrés, mais parce qu'il y a tout le matos pour tenir les conférences Teams, les Zooms, etc. Mais je peux vous dire que dans Paris, et les petits magasins Auchan, à défaut d'avoir les plexiglas, je crois que ça s'appelle à 2 pas, hein, ils faisaient des tentes en plastique pour protéger les caissières. Tout le monde a bricolé, mais ça a été formidable, ce débat. Et vous avez raison, mes copains libraires, ils en étaient à savoir s'ils allaient ouvrir ou pas ouvrir. Et d'ailleurs, le syndicat des libraires
Oui, parce que alors, ce que l'on croit tous avant le deuxième confinement pour lequel il y a eu un changement, c'est que c'est l'État qui a décidé effectivement que dans les commerces dits non essentiels, donc qui globalement étaient les non alimentaires, les libraires avaient été pris dans la tourmente et qu'ils avaient été tous fermés, ce qui est un véritable scandale. La réalité est un peu différente. Je crois que c'est important que tu le dises parce que je pense qu'il y a peu de personnes dans la salle. Oui, la réalité, c'est que s'il y avait des libraires qui voulaient ouvrir, le syndicat des libraires ne voulait pas ouvrir. D'abord parce qu'ils avaient peur, ils n'avaient pas de masque. Il y a des raisons objectives. Et puis ils n'avaient pas de cahier des charges. Et puis ça montre. Enfin, pourquoi je dis ça? C'est pas pour opposer les libraires à la grande surface. C'est que je veux dire qu'il y a des corps de métier où il y a eu un réflexe organisateur qui l'a emporté sur d'autres métiers. Et c'est pour ça que j'insiste sur on a applaudi les caissières et je crois que c'était bien. Même si pour moi, il y a une arrière-pensée, parce que la caissière, comme l'infirmière à l'hôpital, c'est un peu l'icône prolétarisée du métier. Donc, c'est pas vraiment le métier qu'on applaudit, c'est l'esprit sacrificiel. Et j'aime pas ça non plus, même si j'étais fier qu'on applaudissait du personnel de chez nous. Mais ce côté sacrificiel, il est ambigu dans ce que ça dit de la société par rapport à l'infirmière ou par rapport à... on peut en débattre. Mais autrement, voilà, c'est juste que j'étais aux avant-postes avec mes collaborateurs, avec les adhérents Leclerc. Et notre profession s'est très, très vite organisée. Et quand vous regardez, parce que je suis aussi président d'une fondation mécénée par les centres Leclerc à Landerneau, mon secteur culturel, je ne sais pas comment ça a été pour vous, mais les musées ont mis très longtemps à s'organiser pour pouvoir ouvrir. Et puis, à partir du moment où c'était les grandes voies des grands musées parisiens qui faisaient la loi par rapport aux petits musées de province, on aurait très bien pu ouvrir nos musées, ne serait-ce qu'avec inscription sur Internet. Je ne sais pas si juridiquement la possibilité existait, mais en tout cas pour les libraires, parce qu'en définitive, les libraires ont été mis donc dans les non essentiels, mais plus à la demande du syndicat que par la volonté du gouvernement, parce que le gouvernement leur avait dit, écoutez, si vous le souhaitez, vous pourriez rester. Je suis témoin, je le dis pour ceux qui sont libraires. Non, mais c'est anecdotique. Bruno Le Maire s'est battu pour que les libraires ouvrent les choses de la culture. Dès le premier confinement. C'était même politiquement, c'était une belle symbolique. C'était une belle symbolique. Et bien sûr qu'il jouait son rôle aussi, même si c'était pas mal rétamé aux primaires de la droite aux élections précédentes. Et c'est quelqu'un qui aussi roule pour lui. Et c'était un bon choix tactique. Et en fait, c'est le gouvernement, le ministère de la Santé lui a dit, mais non, ils veulent pas. Donc c'est même pas un arbitrage qu'il a perdu. Il s'est retrouvé seul, quoi. Bon. Ouais. Très bien. Donc, alors, je voulais que tu parles 2 secondes aussi parce qu'on l'a tous vécu. Donc, autant tu écris dans ton livre que tu as eu l'impression que le gouvernement et donc dont Bruno Le Maire avec lequel tu étais en contact tous les jours ont vraiment été réactifs. Alors, on peut leur reprocher de ne pas avoir prévu. Et certains disent aujourd'hui, je l'ai entendu avant-hier ici, évidemment, c'était prévisible. Tout ça, on aurait dû se préparer. Et bon, il se trouve que dans aucun pays du monde, on a été vraiment préparé à cela. Enfin, bon. Il y a 2 aspects. Il y a l'aspect sanitaire, où on peut... c'est vrai que cette querelle, pour aller savoir, nous on l'a vécu, si on avait le droit d'aller chercher des masques, ne serait-ce que pour nos personnels, et si on avait le droit d'aller en acheter suffisamment pour pouvoir aussi se dire qu'il y aurait un acte 2 et qu'il fallait en vendre aux consommateurs, là, c'était impossible. On a vécu on a forcé un peu la main de tout le monde. C'est peut-être intéressant. Je roule pour personne politiquement. Je raconte des choses telles que je les ai vécues. À un moment donné, Bruno Le Maire on va dire Bercy et les 7 ministres qui sont à Bercy, 7 ministres à Bercy, ont perdu l'arbitrage sur les moyens de la santé. On s'occupait de l'approvisionnement des Français et à un moment donné, moi j'ai dit, on avait réunion à 14h, donc tous les jours, et puis on avait les réponses l'après-midi. Ça fonctionnait bien. Mais dans la limite de tout ce qui concernait l'activité économique. Et à un moment donné, moi j'ai dit, mais quand même, là, ça commence à bien faire. La CGT de la distribution réclame des masques pour les caissières, ou en tout cas fait valoir qu'on n'en a pas. Et de l'autre côté, la CGT de l'hôpital dit « Ah non, pas dans la distribution, c'est pour l'hôpital ». Donc à un moment donné, ça tournait à des gals corporatistes qui ne sentaient pas très bon, même si politiquement c'était réparti sur l'échiquier, c'était pas sain, il n'y a pas d'unité d'action, unité d'objectif. Et là,
Bruno Le Maire alors je ne sais plus si c'est en privé ou si c'est devant tout le monde qu'il l'a dit, je pense que c'était en privé, mais j'ai plus la mémoire. Il nous a dit, ne faites pas que ce que l'État vous devez faire ce que l'État vous dit, mais il va y avoir des contentieux derrière tout ça, et là vous serez, vous, chef d'entreprise, devant votre obligation juridique d'avoir anticipé ou de prendre toutes les mesures de précaution à la hauteur de votre capacité. Et là, c'était moins jargonneux que ça, mais ça voulait dire ça. Et en gros, une heure après, je me rappelle, Cotillard d'Intermarché m'a appelé, m'a dit ça veut dire que ils vont tous avoir des procès au cul, les ministres, les directeurs d'hôpitaux, les directeurs d'EHPAD et tout ça. Non, mais c'était vu, ne serait-ce que au-delà de la réalité des faits, ça devenait une mécanique, ne serait-ce que pour protéger les clients, ouvrir les dossiers, etc. Et donc nous, qui ne savions pas, moi j'ai pris 8 kilos pendant cette période, je me disais, mais mon Dieu, où va être notre cluster, et chaque distributeur se posait cette question. Et donc, on s'est battu pour obtenir le feu vert d'aller en chercher des masques. Et heureusement, on avait le droit d'aller en chercher, mais on n'avait pas le droit d'en vendre. N'oubliez pas ça. Et hélas, on a eu le feu vert très tardivement. Et au moment où l'administration Trump changeait d'avis sur les masques. Et quand l'Amérique change d'avis, c'est tous les traders du monde qui, quel que soit le prix, achètent tout ce qui se trouve. Et donc, j'ai raconté dans ce livre comment non seulement M. Muselier avait tort de nous dire qu'on avait des masques cachés, qu'on attendait tout ça à la rareté pour les vendre cher, ce qui était quand même assez gonflé de la part d'un président de région qui n'en avait pas. Mais indépendamment de ça, nous, on a mobilisé des avions. Un vol au moment du confinement, c'est déjà 300 000 euros l'allocation d'un Boeing pour ramener 10 millions de masques. Au moment où on les a loués, c'était 1 million d'euros, l'avion du Qatar, dont on enlève les sièges civils et on met des rails dans l'avion pour aller chercher ces masques. Voilà. Et depuis cette période, qui est vers fin mars, c'est ça, vers fin mars, on en a acheté, les Leclerc, 900 millions. 900 millions de masques. Vous vous rendez compte ? Donc ça vous dit, chez les autres distributeurs aussi, même si on a la première part de marché, ça fait beaucoup, mais ça vous dit aussi tous les masques qui ont été achetés par des gens qu'on n'a pas entendus, qui sont les usines, les industriels. Oui, c'est énorme. Nous, ce qu'on avait fait remonter, c'était, tu l'as pas évoqué, mais c'est complémentaire et ça s'est fait à la même période. C'était, très, très concrètement, ça a été le patron de Saint-Michel qui m'a appelé en disant que de toute façon, s'il n'avait pas de masque dans les 10 jours, parce qu'il y en avait un petit peu, alors j'ai là pour la production agroalimentaire qui oblige le masque. C'est un problème de sanitaire. Donc, il fermait l'usine dans la semaine s'il n'avait pas de masque. Donc, on a fait remonter et je crois qu'il y a eu beaucoup de remontées concomitantes pour qu'il y ait effectivement la possibilité d'obtenir des masques par le réseau des chambres et de façon à ce que l'on puisse alimenter au moins ces premières nécessités. Alors c'est là parce que là, où c'est le paradoxe, parce qu'il fallait nourrir les Français, oui. et il y avait une nécessité d'avoir des usines alimentaires ouvertes, et puis les distribuer. Et donc rien que ça justifie le débat sur la relocalisation. On est bien d'accord. On y reviendra, mais c'est un premier constat, impréparation culturelle et psychologique. Et deuxième constat, s'agissant de la santé, on pourrait rajouter, puisque c'est pas la peine d'attendre sa version militaire, préparation militaire d'une guerre bactériologique. C'est évident que depuis le 12 mars 2019, ça doit cocher des cases partout. Bien, alors on va rentrer plutôt dans la deuxième partie du livre, pour lequel, au-delà des anecdotes, peut-être juste il y en aura peut-être bien d'autres. Oui. À dire positif, parce que là on s'autocritique, et je crois que c'est important de retenir ça pour le monde d'après, pour le monde présent. Par contre, vous voyez, il n'y a pas eu de crise d'approvisionnement des Français. Vous connaissez les vieux antagonismes entre le syndicalisme agricole et la distribution. La distribution française, nos enseignes, ont écoulé toute la production agricole française alors que l'exportation leur était fermée, même en Europe, sur l'Allemagne et tout ça. Et avec quelques hausses de prix qui ont fait grincer des dents les consommateurs, les associations de consommateurs, etc. Mais en situation de crise, je ne dis pas que ça a été à des prix suffisamment rémunérateurs pour l'agriculture, mais tout a été vendu.
Tout a été vendu. Formidable aussi, donc formidable prestation de la filière agroalimentaire, formidable aussi prestation, si souvent accusée de dumping social, etc., de l'économie du transport et de la prestation, parce que les produits sont pas arrivés comme ça, et il a fallu créer d'autres chaînes logistiques que les chaînes existantes. Hein, parce que on va en parler justement dans la distribution. Alors le premier chapitre moi, que j'ai retenu, parce que je vais pas tous les aborder, on n'aura pas le temps, et il nous reste plus que la moitié du temps. C'est justement la nouvelle consommation. Donc tu viens de commencer à l'aborder. Donc il y a eu une nécessité effectivement d'écouler des produits qui étaient plutôt produits en France qu'ailleurs, puisque l'ensemble des transports étaient très 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 contrariés. Est-ce que tu penses que les habitudes qui ont été prises dans cette période de consommer beaucoup plus local, il y a eu des plateformes qui se sont installées, est-ce que tu penses que c'est durable, ou est-ce qu'on va reprendre nos habitudes en faisant venir des fraises de l'autre bout du monde plutôt que de Sologne? Qu'est-ce qui va rester sur le plan strictement de la consommation du produit de la crise Covid? Alors, pour nous, notre thèse, notre synthèse, et je réponds à ta question, c'est la crise, en dehors de la prise de conscience et de l'autocritique qu'on vient de faire, elle va accélérer 4 ou 5 mouvements en œuvre déjà dans la société française, qui est l'augmentation de la préoccupation sanitaire et santé dans l'alimentation, qui est on ne mange plus n'importe quoi. Voilà, donc on va revenir là-dessus, qui est aussi l'accélération du digital, à la fois comme moyen de la relation sociale, mais aussi comme vecteur du commerce et de rapports très différents des marques industrielles, marques de prestataires aux consommateurs, donc de la révolution digitale. Il y a la problématique locale mondialisation, qu'on l'appelle souverainisme, qu'on l'appelle réappropriation des moyens de production, relocalisation, etc. Il y a la nouvelle organisation du travail qui, avec le digital, la préoccupation santé, la préoccupation bien-être, qui est très impactée, qui s'accélère. Et puis il y a le rapport entre l'État et l'entreprise, dont on parle pas assez, mais on a connu, par exemple, si vous prenez les polémiques ou la répartition des étiquettes pour les campagnes présidentielles, on dira volontiers que Macron est un libéral et que Mélenchon, mais que Anne Hidalgo, par exemple, sont social-démocrates. Dans la réalité, on a vécu comme jamais, le retour de l'État est dans une version plutôt social-démocrate. C'est avec le chômage partiel, avec l'aide aux entreprises, etc. Donc, on va revenir là-dessus. Non, c'est pour vous dire un peu où ça me porte, si je digresse. Donc pour revenir sur l'alimentation, pendant la période de crise, on fait n'importe quoi. Vous avez vu, les gens vont acheter du PQ, je sais pas pourquoi, plein les caddies et tout ça. Il y a eu beaucoup d'actes d'incivilité. Alors, les réseaux sociaux, mais aussi même les médias en ligne et en boucle, ont fait peur. Donc, du coup, la première pénurie, elle a été provoquée, en fait, par ces mouvements-là. Ça a désorganisé les zones de stockage, la chaîne logistique. Mais ce qui s'est fait dans cette parenthèse n'est qu'une parenthèse. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on dit, on a mal mangé. Nous, on peut vous le dire, avec Jean-François, avec Annie, on n'a jamais autant vendu de snacking, on n'a jamais autant vendu de produits transformés, et de produits apéro, jamais autant. Ça vous étonne pas, hein, l'alcool qui va avec. Dans Blois confiné, cinéma fermé, club de foot fermé, voilà. C'est pareil dans mon Landerneau, hein. Et donc ça, c'était vraiment une parenthèse. Mais la préoccupation sanitaire, la préoccupation santé reprend la narration collective française des États généraux de l'alimentation qui promeut le bio, qui promeut une alimentation plus diversifiée, et pas simplement végan, viande, etc. Donc moins de sel, moins de sucre. Et ça, maintenant, c'est vraiment... Mais pourquoi ça l'aurait accéléré, cette transformation particulière? Puisque justement, pendant... malgré tout ce que l'on peut penser, ça n'a pas été le cas. On n'a pas forcément consommé local, on n'a pas consommé bio et bon. Bio et bon. Ouais. On va créer un nouveau mot. Je pense que la préoccupation sanitaire, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme moi, qui ont pris du poids. On a parlé du corps.
Le confinement lui-même nous a amené à nous regarder devant la glace. Au lieu de regarder le corps des autres, on a regardé le sien. C'est pas exclusif, mais c'est... Et en fait, on s'est rendu... On pouvait pas faire du sport à plus de 1 kilomètre de chez soi. Et dans Paris, c'était faire du... Ou en banlieue, c'était faire du sport dans son quartier, comme ça, c'était pas chouette. Et donc, du coup, la fermeture des clubs de sport, la préoccupation santé s'est installée plus durablement. Et à travers ce qu'on mange, aujourd'hui, va guider le menu, va guider les achats. Et on le voit très bien, même s'il y a un petit flottement sur le bio, mais qui était monté en prix très cher. Enfin, faut dire quand même, hein, un jour, il y a quelqu'un qui va se lever et se dit, qui va demander pourquoi le bio, c'est 40% plus cher que le naturel. Hein, moi, les labels, tout ça, je suis pour parce que c'est nécessaire à l'argumentation de la revalorisation des produits agricoles et au revenu des agriculteurs. Mais il faut faire les choses avec le tempo du pouvoir d'achat des clients. Ça, c'est la thèse de Leclerc. Et puis, c'est aussi ne pas tomber dans les excès du green marketing, quoi. Donc ça, aujourd'hui, c'est acquis. L'alimentation, les fruits et légumes, la qualité des modes de production, l'interpellation de l'agriculture sur les pesticides ou de la viticulture, ça, c'est des choses désormais, même je vous dis, dans le vignoble bordelais qui était grand résistant à ça, aujourd'hui, ils y vont à fond, pas forcément la biodynamique, mais... et même si les parlementaires ne se sont pas entendus sur la fin du glyphosate, de toute façon, toute la génération de nos enfants demandera à lire l'information consommateur. On pourra plus se retrancher derrière le secret des recettes, hein, même Coca, tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose de durable. Et alors, tu reprends une phrase du professeur Moatti qui parle de l'opposition qu'il y a entre le pouvoir d'achat et le vouloir d'achat. C'est-à-dire, est-ce que tu penses que justement, on prend conscience qu'il faut manger différemment et d'après ce que tu dis, moins par les mauvaises habitudes qu'on avait prises pendant le Covid, parce que le fait qu'on avait le temps de réfléchir sur l'avenir et donc dire attention, si je veux pas effectivement devenir ce que je suis en train de devenir en faisant plus d'exercice, etc., il va falloir que je fasse attention à ce que je mange. Mais cette volonté que l'on peut afficher, est-ce qu'on va avoir le pouvoir d'achat alors c'est le problème d'écart de prix que tu évoques. Est-ce qu'il faut opposer les deux? Est-ce que les deux sont conciliables? Alors, il faut que l'alimentation, aujourd'hui, élève ses standards sanitaires. Je pense que tous, on sait très bien qu'on mange mal, même si on aime ça, d'accord? Après, changer les recettes, etc., c'est pas ça qui coûte cher, mais changer les packaging, mettre en place des systèmes de contrôle d'information, changer de gamme, ça coûte plus cher. Donc, il y a le pouvoir d'achat qui doit entrer en ligne de compte. Nous, Leclerc, mais aussi Aldi, Lidl, Intermarché, Netto, je veux pas ici que vous pensiez que c'est une tribune publicitaire. Je pense que les militants de l'écologie, les militants de l'éco-nutrition, l'écologie-nutrition, oublient que avec des salaires médians de 1 800 € par mois et quelquefois des 20% dépensés en alimentation, on ne peut faire cette transition qu'avec le tempo de l'amélioration du pouvoir d'achat. Et qui n'est pas évident en France, s'agissant des salaires, par exemple. Donc, pour moi, on doit tenir compte du pouvoir d'achat. Et le troisième chose, c'est le savoir d'achat. Parce que ça, on a cité Moatti, pouvoir d'achat, mais le savoir d'achat, c'est très important. Il faut savoir ce qu'on mange. Si on veut qu'on arbitre, il faut savoir. Et quand vous voyez les difficultés qu'ont eu à s'installer des applications comme Yuka, avec les réactions, ils ont été aussi trop stéréotypants, donc il y a des réactions des fédérations des charcutiers, etc., sur les nutrites, mais quand même, l'idée est bonne de nous donner des indicateurs à la portion ou au menu de ce qu'on mange et de l'effet. On va pas. Moi, je suis à un âge où maintenant, mon médecin me dit, vu tes artères, comment elles sont bouchées, tu as intérêt de respecter les trucs. Ce qui est dommage, et il me le dit, c'est que j'ai attendu mon âge pour faire ça. Parce qu'en fait, c'est dès le départ qu'il faut faire en sorte qu'il y a beaucoup d'espérance de vie à gagner en mangeant mieux. Et donc, le savoir d'achat, dans cette crise, nous dit quoi? Elle nous dit que c'est dès l'école qu'il faut enseigner la lecture des étiquettes,
faire un peu de bio à travers les sciences nat, qui s'appellent plus comme ça. Ça, c'est vraiment fondamental. Et pour les emballages, tu penses qu'effectivement on peut se passer d'emballages qui sont quand même l'un des éléments de vente du produit plus que le produit lui-même, et tu penses que là c'est irréversible et que oui. C'est pas une leçon de cette crise là, c'est plutôt une ambition écologique légitime. Le suremballage. Enfin, regardez les poubelles que vous avez à la fin du week-end, quoi. Et je le sais aussi parce que dans les magasins, on a déjà dépoté les suremballages des palettes et tout ça. Donc, on a un énorme chantier de ce qu'on peut appeler le gaspillage, un gaspillage fonctionnel, parce qu'on n'a pas mis beaucoup d'efforts à travailler. Il y aura toujours des emballages, enfin, il y aura toujours une opercule sur un yaourt, etc. Mais c'est vrai que d'avoir un emballage peut-être en alu, puis après un emballage carton, ça c'est pour que ça reste par 4. Après, il y a un emballage en plastique, puis après, il y a un emballage sur la palette, et puis dans le camion. Tout ça, c'est important excuse-moi de dire, qu'un commerçant le dise. Ouais. Parce que l'industriel nous dit souvent, moi je viendrais bien sans l'emballage, mais c'est le commerçant qui me demande, parce que ça vend mieux si c'est emballé de telle ou telle façon. Donc, alors c'est pas un sujet conflictuel, c'est un sujet qu'on travaille avec les industriels. D'accord. Ouais. Très bien. Alors c'est comme tu le disais, Julien, c'est pas un résultat de la Covid, mais c'est en tout cas un élément qui est évoqué. Ouais. Alors deuxième élément, la forme de distribution, tu l'abordais. Donc là aussi, on a vu des choses différentes dans la façon de mettre à disposition le produit pratiquement dans la rue. D'abord parce que le magasin était fermé, non. On a vu aussi le fait que les commerçants qui voulaient en définitive continuer, je parle des non essentiels, vendre leurs marchandises, se sont mis sur le net pour le vendre. Donc un effort qui est considérable et qui nous fait du bien d'ailleurs en tant que chambre de commerce. Parce que je dis, on a gagné au moins 5 ans dans la numérisation des commerçants qu'on essayait de prêcher et qui n'entendaient pas toujours la bonne parole. Là aussi, tu penses que c'est irréversible. Aujourd'hui, pour être commerçant, ne pas vendre en ligne, c'est assuré d'être mort dans quelques temps. La crise, donc. Ou est-ce qu'on reviendra au magasin physique essentiellement? On va vers le multicanal. La crise accélère le digital. Le digital, c'est deux choses si on prend le point de vue du commerçant, mais c'est encore plus de choses vis-à-vis du consommateur ou des personnes. C'est d'abord l'information. Elle est plus verticale. C'est-à-dire qu'avant, je faisais quel est le journal ici local? Nouvelle République. Avant, je faisais des pubs dans la Nouvelle République. Le lecteur de la Nouvelle République regardait ma pub. Je pouvais sortir des sentiers battus en faisant une pub dans les pages sportives ou même dans le journal L'Équipe en me disant, tiens, ce lundi, ils vont aller regarder puisque la France a gagné. Donc, je vais sur le chemin du consommateur, même si c'est pas directement... Avec le digital... les consommateurs discutent entre eux. Des professionnels de la notation, du scoring, de la comparaison remettent en cause ce que vous faites. Donc, à un monde vertical qui était celui de l'ancienne publicité, de la prise de parole d'en haut vers le bas, se substitue un argumentaire permanent critique de ce que vous avez dit et que vous avez fait, et qui allonge le temps d'arrivée de l'information. Donc ça, c'est déjà une révolution pour toutes les marques, qu'on soit petit ou grand, qu'on soit un restaurateur, un pressing, ou qu'on soit... c'est à la fois une formidable opportunité d'aller sur de nouveaux forums et de se mettre sur la route du village, sur la route de la foire, sur la route du marché. Donc je relis à notre histoire. Avant, les commerçants s'installaient sur la route de l'église. Là, il faut se mettre sur les réseaux sociaux pour parler. Et la deuxième chose, c'est dans la modalité de livraison. Il y a le consommateur qui venait. C'est l'invention de Carrefour. On arrive avec sa voiture, on fait ce qu'on appelait le one-stop shopping. Alors, il y avait le centre-ville, où les villes qui avaient des parkings gratuits, on y allait. Quand c'est devenu plus gratuit, qu'on taxait les caddies, on est allé dehors. De toute façon, les villes ont aussi fait des zones commerciales dehors. Et la responsabilité est partagée. Et là, ce modèle-là, aujourd'hui, il est pas battu en brèche, mais il est explosé. Pour vous dire, donc nous sommes un groupe de supermarchés et d'hypermarchés de taille encore accessible, de quoi vendre de l'alimentaire, mais aussi de la parapharmacie, des voyages, du textile, et d'avoir d'autres commerçants autour de nous, enfin jusqu'à 10 000 mètres carrés. Mais vous voyez, pendant les 2 années de la crise,
ce qui a le plus progressé chez nous, c'est le drive, plus 37% la première année, plus 43% la deuxième année. Qui représente à peu près quel pourcentage maintenant? Eh ben, aujourd'hui, l'Internet représente 11% du chiffre d'affaires réalisé dans les centres Leclerc. N'oubliez pas, on est un groupe de ploucs de province qui avions des petites épiceries, et aujourd'hui, nous sommes le deuxième vendeur sur Internet après Amazon. Donc, c'est deuxième, voire troisième génération de centres Leclerc. Mais en plus, on est des entreprises familiales. Je dis ça, bien sûr, c'est un petit fait de gloire, parce que ça veut dire qu'on n'a pas trop mal animé ce mouvement. Mais c'est aussi pour dire que c'est possible. C'est aussi pour dire, à Blois, c'est possible. C'est-à-dire des entreprises de province, des entreprises familiales, que ce soit en restauration, que ce soit en service, en nettoyage d'entreprise, que ce soit des groupements de prestataires, plombiers, peintres, etc. Si on ne se met pas en réseau, déjà, et si on ne met pas en réseau sur le net, eh bien, ça va faire la force des plateformes qui s'appelleront pas Amazon, mais qui s'appellera le plombier chez vous, etc. Donc, ça, c'est une accélération formidable. Et donc, pour les entreprises qui étaient dans le temps de la rente, ça va être les Uber contre les taxis. Ça va être les VTT contre les taxis. C'est-à-dire que toute une jeune génération de boutonneux va arriver avec des plateformes. Ils vont relier des plombiers, des peintres, du BTP pour vous proposer de faire, pour proposer aux Parisiens de venir s'installer ici dans la région. Et ils vont regrouper toute l'offre. Donc c'est l'architecte aura plus le monopole, le notaire aura plus le monopole, et puis ceux qui seront pas en réseau vont être évincés. La crise va provoquer ça. A contrario, ça dit à ceux qui sont bons, de bons professionnels, ben, si vous bougez les fesses, avec des chambres de commerce dynamiques, avec des chambres d'agriculture dynamiques aussi, enfin avec vos chambres professionnelles, vous pouvez aussi en être. Et alors, ce ne sont pas des plateformes GAFA venues de l'étranger qui viendront, c'est vous qui allez faire les vôtres. Et nous, notre ambition, je le dis pas par arrogance, mais je pense que nous, le Centre Leclerc, on n'a pas peur d'Amazon. Je pense que avant qu'Amazon ne détrône le Leclerc de Blois, et je pense que c'est pareil, je ne sais pas quel concurrent vous avez d'Intermarché, avant ou Grand Frais, ou etc. Si nous, commerçants ancrés dans nos territoires, on fait le job, on restera avec, parce qu'on aura des magasins attractifs dans lesquels on va continuer à investir, etc. Mais ce qu'autrefois était le marché de la VPC, la vente par correspondance, la Redoute, les Trois Suisses, etc., va être pris par ce qu'on appelle les GAFA. Mais alors c'est important, là, tu le dis, je crois que c'est page 66, j'avais noté, que je ne sais pas si c'est le titre d'un chapitre ou si c'est une phrase, mais il y aura toujours la supériorité du commerçant et humain, représenté par le commerçant, sur l'algorithme. Ouais. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. Il faut utiliser, c'est un outil, c'est pas un dieu. Ouais. En fait, une époque, je l'avais dit aussi sur les joueurs d'échecs, et puis après, c'est l'ordinateur qui a battu le joueur d'échecs. Donc, faut faire attention. Je nuance mon propos, mais je vais faire une métaphore un peu osée. Vous vous rappelez de la rivalité Giscard-Chirac? En fait, Giscard, il disait de lui, il était le plus intelligent, et on disait de Chirac que c'était un bon capitaine. Hein. En réalité, le bon capitaine, avec sa volonté et d'ailleurs sa revanche sociale, peut faire aussi bien que le mec intelligent, qu'on n'est pas d'ailleurs allé rechercher. Et donc, c'est ça que je veux dire. Mon père disait, il aurait pu dire, s'il suffisait d'avoir la data pour être un bon commerçant, ça se saurait. Dans la réalité, les algorithmes, la data, les informations, on en parlait ce matin, c'est un plus pour celui qui sait les utiliser, mais il est impératif que celui qui sache les utiliser soit déjà le meilleur commerçant, le meilleur musicien, le meilleur prestataire, tu vois. Et donc, oui, ça va être des outils pour améliorer les meilleurs, ou pour économiser l'énergie aussi. Alors justement, on va terminer par cela parce qu'il y a d'autres chapitres qu'on n'aurait jamais abordés, mais tu l'as pu les apporter, enfin les aborder déjà. Ouais. J'aimerais avoir ton avis. Ça peut paraître paradoxal dans un magasin qui pratique pas forcément le télétravail à outrance, parce que je pense que il y a encore besoin de bras. Mais quelle est l'évolution? Et en même temps, tu peux répondre à la question par laquelle j'ai commencé. Quel est l'avenir des caissières dans vos magasins? Est-ce que vous êtes sur un modèle, parce qu'on le voit déjà dans certains magasins, sans
sans aller aux États-Unis, dans lequel on supprime la caissière par des douchettes, j'allais dire, et dans lequel, voire même de poser le panier et tout ça est scanné de façon à ce qu'on n'ait même pas besoin de prendre la douchette. Mais avant cela, le télétravail, parce que tu as un avis qui est très très réservé sur le fait que le télétravail puisse s'imposer. Non, d'abord on assimile deux notions différentes. La caissière va faire moins d'encaissement parce que l'encaissement va être automatique. Mais quand on parle de la caissière, ou du caissier aujourd'hui, c'est l'homme ou la femme qui t'accueille ou qui vont vers lequel tu passes avant de partir. Aujourd'hui, déjà, la fonction de ces caissiers, c'est de gérer non plus des caisses, mais des ordinateurs. Ils ont des terminaux d'ordinateurs et ils gèrent le compte du client, ils gèrent la carte de fidélité, ils gèrent les informations sur les stocks. Ils gèrent pour nous les retraits ou les blocages de produits comme Lactalis ou autres s'il y a un problème. Donc, mais ça, le client le voit pas forcément. Donc tout ça, la fonction d'encaissement va se dématérialiser, mais c'est déjà vrai avec vous quand vous payez sur le téléphone avec votre carte, etc. Donc il y a une confusion. Donc nous aurons toujours besoin et nous continuons à recruter. Et il y a autant aujourd'hui de caissières qu'il y a 10 ans dans les centres Leclerc. C'est simplement que l'appellation, le terme générique qui définit ces métiers... C'est plus le mot caissière qu'on utilisera de toute façon demain. Donc, je ne sais pas pourquoi on ne dit pas caissier d'ailleurs. Pourquoi Si, bon, aussi. Ouais. Mais c'est ça que je veux dire. Et d'une manière générale, il y a une confusion entre la robotisation qui est accélérée par la digitalisation, et la robotisation va s'accélérer pour toutes les tâches pénibles de transport. On dénonce la robotisation dans les entrepôts d'Amazon. Mais les entrepôts d'Amazon, vous les voyez parce qu'avant, c'était des entrepôts qui étaient chez l'industriel ou qui étaient chez le commerçant ou chez nous, à un stade intermédiaire. Mais c'était des tâches pénibles. C'est des tâches pénibles que Donc, moi, je suis pas un anti-robotisation. Je suis pour l'allègement, justement, de cette pénibilité par la robotisation à chaque fois que c'est possible. Par contre, cette robotisation se fait avec des programmes, avec de nouveaux modes de consommation, de nouvelles offres qui génèrent d'autres créations d'emplois. Et donc, je ne suis pas un opposant à la robotisation et je crois que la digitalisation et tout ce qu'on vient de dire, des nouveaux modèles économiques, le monde d'après, enfin l'aliment, va générer énormément d'emplois. Et donc, il n'y a pas de raison d'opposer l'un à l'autre. Mais tu crois que ces nouveaux emplois seront plus intéressants que celui que peut avoir... D'abord, ils seront moins pénibles. Enfin, oui. Qui aujourd'hui... Parce qu'il faut se rappeler qu'on est un festival qui parle beaucoup d'histoire. Qui aujourd'hui dirait qu'il faut remettre des poinçonneurs dans le métro ? Vous voyez ce que je veux dire ? Qui dirait qu'il faut mettre des casseurs de cailloux sur les routes ? Parce qu'il y a eu ça sous Napoléon III. Et donc... prenons du recul l'histoire. C'est un mouvement normal que et souhaitable que celui de la robotisation et de l'allègement des tâches difficiles, y compris dans l'agriculture. On ne va pas dire aux paysans de reléguer leurs tracteurs. Enfin, ça n'a pas de sens. Et donc ça, c'est une chose. Donc les hôtesses et les hôtes d'accueil dans les magasins, il nous faut réhumaniser les magasins le plus possible, les expertiser, mais les réhumaniser dans les rayons, avec des savoirs, c'est pour ça qu'on met des œnologues, qu'on met dans les foires au vin, etc. Donc nous sommes très demandeurs d'embauche sur ces nouveaux métiers, de l'accueil, de l'échange, de l'information, de la dégustation. Et au fond, il ne faut pas opposer un mouvement à l'autre. C'est un mouvement qui permet l'autre. Et ce mouvement permet de dégager l'humain, parce que tu termines ton livre par l'importance de l'humain. C'est comme ça que pour moi, c'est comme ça qu'on va gagner la bataille d'Amazon. C'est-à-dire qu'on va prendre la technicité d'Amazon pour livrer à domicile ou pour livrer dans des dépôts relais, parce que tout le monde ne veut pas forcément que quelqu'un rentre dans son immeuble. Mais on va prendre sa technicité, sa logistique. Il nous a réveillés. N'oubliez pas, Jeff Bezos d'Amazon, au départ, c'est un libraire. C'est un libraire, un grand libraire qui essaye de résoudre des problèmes logistiques de livraison du livre. Et là, il s'aperçoit
que son modèle est extensible, etc., etc. Donc, je crois qu'on va prendre d'Amazon la technicité, et la crise, là, a montré à des restaurateurs que d'être sur le click and collect, d'être sur la plateforme d'un Intermarché ou d'un Leclerc ou d'un Carrefour, c'était aller sur le parcours, les nouveaux parcours des gens. Donc, on y va, et c'est bien qu'il n'y ait pas eu une résistance négative face à cette modernité. Mais quand même, l'hypermarché, pour peu qu'on y investisse en humain, bah quoi, c'est un peu une métaphore que j'utilise, c'est un commerce 3D avec des personnes dedans. Et c'est quand même plus attractif que d'acheter tout le temps sur Internet. Passer le temps de la curiosité et de l'innovation. Alors après, donc il faut que nous redevenions, nous les commerçants, des lieux sociaux, des lieux plaisir, des lieux intégrés à notre territoire avec d'autres. Après, on peut nous reprocher. Enfin, je trouve que on nous reproche souvent de se prétendre lieu social. Mais dans la réalité, c'est aussi parce que souvent dans les villes, nous ne sommes plus que là le lieu de société. Parce que aujourd'hui, dans nos villes, beaucoup d'autres lieux sociaux ont fermé. Et donc, on peut pas reprocher aux commerçants d'être le lieu leader si de l'autre côté, notre démocratie, notre agora a disparu de nos villes. Et tu dis ça au rendez-vous de l'histoire, à Blois aujourd'hui, qui est un véritable agora. Donc heureusement, voilà. Il nous reste encore cela. Et on pourrait faire ça. Il n'y a pas besoin d'aller relire Tocqueville, La démocratie en Amérique, pour voir que aujourd'hui, le foot s'est déplacé du terrain de sport, ou le foot ou le tennis, à la télé. L'Église ne fait plus recette, et encore moins maintenant. Et la vie sociale, la vie démocratique, à part le conseil municipal qui est chiant, il n'y a pas d'agora dans nos villes. Alors et je pense que le succès de ce que vous avez organisé ici, du festival d'Angoulême, beaucoup de villes sont en train de recréer Jacques Lang, en faisant la fête de la musique, a montré qu'on pouvait aussi recréer des lieux d'expression non marchands. C'est ça son idée. Et moi, j'invite évidemment. Je pense que tout ça n'est pas incompatible, évidemment. Mais la crise rend nécessaire, et après le confinement, l'émergence d'autres lieux, la prolifération d'autres lieux, d'autres agoras, d'autres forums. Nous avons besoin d'une vie sociale. Nous avons besoin d'une vie sociale où on passe pas son temps à s'engueuler. Très bien. Alors, on va normalement on a éclusé l'heure qui nous était allouée. Je me suis arrangé juste avant pour avoir 5-10 minutes complémentaires pour éventuellement des questions dans la salle par rapport à tout ce qui a été évoqué. Alors, une question courte. On peut pas faire passer de micro, mais j'essaierai de reprendre pour l'enregistrement. Je répéterai la question. Auquel Michel-Édouard répondra. Oui, Paul. Vous avez pris la décision, pour donner de la visibilité au Centre Leclerc, d'être présent sur un grand événement sportif qui s'appelle le Tour de France. Est-ce que c'est une décision qui était facile à prendre de manière collective, compte tenu du fait que, a priori, toutes les décisions sont collectives? Donc la question pour l'enregistrement, c'est les centres Leclerc sont présents sur le Tour de France. Est-ce que ça a été difficile ou pas de l'imposer à l'ensemble du mouvement? Donc, est-ce que c'est une décision personnelle ou de quelques-uns qui l'ont imposée aux autres? C'est une décision, c'est une proposition d'adhérents Leclerc, donc de coopérateurs, qui avaient très peur de nous le proposer parce que c'était les amoureux du vélo et ils voulaient pas qu'on prenne cette décision en affect, mais en rationalité. Et en fait, ils nous ont démontré que c'était l'événement sportif le plus populaire aujourd'hui et potentiellement qui pourrait le plus véhiculer le retour à une demande d'ancrage territorial. Le point critique, c'était la position de quelques maires écologistes qui, à juste titre, ont critiqué les excès des caravanes, l'émission de CO2, etc. Donc on va s'y attaquer. Mais ça, c'est dans la gestion des moyens. Et donc on va le faire. Il faut simplement, c'est très cher. Donc il faut nous donner quand même 4-5 ans. Je suis anti-apocalyptique, anti-collapsologue, parce que quand on est dans l'action et qu'on vous dit c'est
foutu, je trouve qu'ils exagèrent. En fait, je pense qu'à travers le Tour de France, justement, et en ne véhiculant à travers nos marques, on a choisi Bio-Village, on a choisi les alliances locales, et on a choisi nos régions du talent. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. À l'intérieur de ça, il faut qu'on s'améliore, qu'on améliore les packaging, qu'on enlève les plastiques, qu'on arrête. Mais vous voyez, on a cette volonté-là, mais on a pris cette décision très rapidement. Populaire, peuple, retour à la terre, même si c'est sur des sommets, et le public adore. Autre question? Oui. Bonjour, merci pour cette conférence. Vous avez abordé le fait que la crise a accéléré le mouvement de relocalisation en France. Alors, vous n'êtes pas producteur, vous êtes commerçant, mais vous êtes une entreprise, vous avez une histoire familiale et c'est un mouvement coopératif. Dans quelle mesure, selon vous, le coopérativisme, le modèle coopératif et l'entreprise familiale peuvent être des bons leviers pour accélérer la relocalisation de la production en France? Justement. Donc, on répète quand même la question, excusez-moi. Donc, en quoi le mouvement coopératif ou l'entreprise familiale peut être un accélérateur de cette transformation? Alors, par étymologie, normalement, les entreprises familiales devraient être pour les moteurs de cette relocalisation. En fait, ce qui est important, d'abord, pour refaire venir tout le tissu industriel, d'abord, il ne faut pas le faire revenir en l'état, c'est le tissu industriel dont on ne veut plus. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, le masque que vous portez, il soit produit ici. Bon. On ne va pas, du jour au lendemain, le produire au coût des Chinois. Mais les Chinois, d'ailleurs, eux-mêmes vont changer de modèle et passer à un modèle pour classe moyenne et non pas pour paysans. Donc, ils vont... Ils nous donnent la possibilité de revenir chez nous faire des masques, pas forcément bleu, blanc, rouge, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est ce que, par exemple, nous, on a acheté nos premiers masques français. On a d'abord pris des masques chinois parce qu'il n'y avait que des masques chinois, 900 millions. Mais là, par exemple, aujourd'hui, c'est un groupe familial qui s'appelle Le Moine en Normandie, à qui nous avons fait rouvrir une chaîne de fabrication. C'est les mêmes qui font le slip français aussi. Et pendant la crise, c'est Lacoste qui nous a dépanné aussi en masques. C'est des usines du groupe d'Orléans de chez LVMH qui ont rouvert pour nous faire des gels. Alors bon, excusez-nous, on est un des rares sièges discounters qui avons du gel Christian Dior chez nous. C'est quelque chose de bien. Et donc, oui, c'est dans le gène des entreprises familiales de le faire. Mais il faut tellement d'argent pour se mettre à niveau. On est dans le mass market, on peut être contre, mais il faut nourrir 65 millions de Français et continuer à exporter et produire au pays. Donc ça suppose que les entreprises familiales se mettent en réseau avec d'autres entreprises familiales pour faire le front. Et vous savez, dans l'histoire, par exemple, de ma Bretagne, ça a existé. Nous, on a des enclos paroissiaux dans le Finistère qui sont des joyaux de l'art. Ce sont des bourgeois, ce sont des commerçants qui se sont organisés sur les foires du Rhin, qui sont allés en Italie, dans la plaine du Pô, pour aller vendre du chanvre, pour aller vendre du lin plutôt, et tout ça, et qui ont ramené ces dessins après, qui ont servi pour nos rétables et tout ça. Donc, il y a des époques où les commerçants, des époques plus florentines, où les commerçants savaient s'organiser. Et je pense que c'est ça qui a tué un peu l'économie française. Il faut que nos corporations soient moins collectives, jouent moins collectives, il faut que nos corporations soient plus collectives et que nos entreprises familiales, tout en restant indépendantes, et c'est le modèle de Leclerc, mais c'est le modèle d'Intermarché ou de Système U, on est indépendant. On a notre patrimoine, on se bat pour nous, mais on se met en ligne de front. Et ça, il y a un travail culturel énorme dans la production française à le faire. Parce que là, ça suppose que des coopératives bretonnes ou des entreprises familiales bretonnes se mettent d'accord avec des entreprises du Sud-Ouest. Alors là, je parle même pas des Corses, c'est des Basques, hein, ou des Alsaciens. Mais c'est un vrai enjeu politique. Je pense que ça passe par le régionalisme, le retour au régionalisme. Je pense que ça passe par une forme de fédéralisme. Et donc, on est dans la politique, là, effectivement. Mais je le sens bien. En tout cas, non seulement il y a une nécessité de faire, mais
on a encore tous ces savoir-faire en France, et je pense qu'il y a une vraie opportunité de reprendre le lead sur une production nationale. Et la bonne nouvelle, hein, c'est que ce secteur qu'on appelle des entreprises de taille intermédiaire, hein, très généralement familiales, c'est 250 à 5000 salariés, hein, donc ce ne sont pas les grandes entreprises, ce ne sont pas non plus les petites entreprises, hein. Mais ce secteur-là, qui a beaucoup souffert pendant pratiquement les 20 dernières années, on en a perdu pratiquement la moitié en France, pour des raisons diverses que je ne viens pas, recommence à trouver de la vigueur depuis quelques années. C'est celles qui ont le plus cru en termes d'effectifs dans cette dernière période, y compris pendant la Covid. Juste un exemple qui change de notre... Pour élargir, je ne sais pas, les métiers de ce public, mais j'étais il y a 2 jours au congrès des experts comptables à Bordeaux, 4000 personnes dans le palais des congrès à Bordeaux. Ce sont des entreprises individuelles, ce sont des entreprises familiales. Ils sont à l'heure où ils se posent la question, avec les algorithmes qui vont arriver, si la comptabilité elle va pas être faite toute seule, et avec des GAFA qui vont vendre comme après les consultants d'ailleurs, qui vont vendre de la data aux entreprises utilisatrices. Et là, tout d'un coup, ils se rendent compte que la data, ça passe par eux. C'est eux qui font les bilans de toutes les entreprises françaises, petites et moyennes. Et donc, la question qu'ils se sont posées, comment ça se fait qu'on n'arrive pas, en respectant les RGPD et tout ça, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à créer un fonds nous-mêmes pour mettre en ligne toute notre data, de l'exploiter et de le revendre à nos clients. Et voilà. Et c'est plutôt que de le faire passer par Bangalore ou par l'Afrique du Sud avec des GAFA. Pourquoi ne... Donc c'est culturel maintenant. Il faut qu'on arrive à... Il faut que le souverainisme ou le relocalisme ne soit pas l'expression d'un ringardisme, mais soit une nouvelle manière de se situer géographiquement dans le monde, en exportateur et pas j'ai des copains qui s'appelaient Uderzo et Goscinny qui ont utilisé la métaphore d'Astérix comme premier opposant à la mondialisation par les Romains. Vous savez très bien que les Romains sont passés, hein. Et donc il faut faire l'inverse. Et d'ailleurs, les Astérix qui se sont vendus le plus, Marie-Josée, tu me contrediras pas, c'est Astérix en Corse, Astérix chez Cléopâtre, etc. Donc il faut qu'on aille à l'étranger, mais à partir de la France. Bien, malheureusement, on va être obligé d'arrêter là, mais je pense qu'on peut applaudir Michel-Édouard Leclerc et le remercier de sa présence avec nous ce matin.